Bonjour, dans cette vidéo, je vous pose la question suivante. Quelle est la vitesse de la luge quand elle arrive en bas du plan incliné? Donc on va estimer toutes les grandeurs à partir de la photographie et donc il faut essayer de répondre à cette question. Voilà, pour répondre à cette question, on peut faire une première approche vraiment très très simple, c'est-à-dire qu'on néglige quasiment tout, on suppose qu'il n'y a pas de frottement, on ne tient pas compte du fait qu'on ait des rouleaux, on va juste considérer un toboggan idéal où il n'y a pas de frottement et on peut déjà faire une première estimation de la vitesse de la luge quand elle arrive en bas du plan incliné. Et cette estimation, ça va être la borne supérieure, c'est-à-dire que je vais me placer dans le cas où il y a zéro frottement, où je ne pourrais pas avoir plus en bas du plan incliné que ça. Alors pour répondre à la question, je vais simplement utiliser on va dire, première approche. Je vais considérer que l'énergie mécanique du système, elle se conserve. Donc je néglige tous les frottements, donc pas de force non conservative. Pas de force non conservative. Et donc, quelle est je peux écrire que c'est MGZ, où Z, c'est un axe vertical ascendant, plus l'énergie cinétique. Et je vais écrire ce truc-là au début et à la fin. Donc au début, on a quoi? On est à une certaine hauteur, MGH, par rapport au point d'arrivée. Donc je considère que l'énergie potentielle est nulle au niveau du point d'arrivée. Et par contre, j'ai pas d'énergie cinétique. Je démarre avec une vitesse nulle, donc je prends aucun élan. Et si je regarde, lorsque j'arrive en bas du plan incliné, donc j'avais dit que je prenais une énergie potentielle nulle. Donc ça, c'est l'énergie cinétique. Et ça, c'est l'énergie potentielle. Donc à la fin, lorsque j'arrive en bas du plan incliné, je n'ai plus... l'énergie potentielle est nulle et j'ai de l'énergie cinétique 1 demi de mv final au carré. Et si je suppose que je n'ai que des forces conservatives et qu'il n'y a pas de force non conservative, j'ai égalité entre les deux et j'en déduis EM égale constante. Et j'en déduis alors que la vitesse finale, d'après ces hypothèses-là, donc si je dis que ça égale à ça, la masse se simplifie et ça fait racine de GH. Voilà. Donc c'est une première détermination. Je sais que cette détermination est très grossière puisque en gros je néglige à peu près tout. C'est comme si je laissais tomber mon stylo, quoi. Et je me pose la question, mais quelle serait la vitesse du stylo quand il va toucher le sol? Si je prends h la hauteur de chute, j'aurais juste à appliquer cette formule. Tant que la vitesse n'est pas trop grande, c'est vrai que je peux négliger les frottements, notamment les frottements de l'air. Je peux négliger la poussée d'Archimède. Donc ça, j'aurais vraiment une bonne estimation de la vitesse finale. Bon, on se doute bien que dans mon problème, ça va être un petit peu plus compliqué que ça, parce que quand la luge descend, elle est en contact avec les rouleaux et on se doute qu'il se passe quelque chose. Donc là, en fait, ce que je suis en train de déterminer, c'est un majorant de la vitesse. Je ne pourrais pas avoir plus que ça. Si j'ai plus que ça à l'arrivée, c'est qu'il y a de l'énergie qui est venue de quelque part. Et ça, évidemment, on considère que ça n'est pas possible. On démarre en démarrant avec une vitesse nulle. C'est vrai que si on démarre avec de l'élan, il y a peut-être moyen de dépasser cette grandeur-là. Donc, je fais une petite application numérique. Donc, c'est racine 2 fois 9,81. Et la hauteur de chute, si on regarde la hauteur du point de départ par rapport au sol, on peut estimer à 2 mètres. D'après la photographie,
je suis d'accord que cette estimation est assez grossière. 1 mètre, ce serait peut-être un peu petit. 2 mètres, ça paraît raisonnable hein, pour un jeu pour les enfants. Donc, on va dire 2 mètres. Donc, c'est une estimation, hein. Donc, ça fait à peu près racine de 40, 2 fois 10, ça fait à peu près du 6 mètres par seconde, à peu près. 6 mètres par seconde. Si je fais 3,6, je suis à peu près à 20, un peu plus de 20 km/h. Bon, c'est une première détermination. 20 km/h, c'est déjà assez rapide hein, comme vitesse, hein. C'est-à-dire que si on court déjà vite, c'est à peu près la vitesse qu'on va atteindre. Hein, sans courir très vite, mais si on court vraiment, on va dire, déjà assez rapidement, on va dire, vitesse pas à fond, mais un petit peu moins qu'à fond, on arrive à peu près à 20 km/h. Donc c'est pas négligeable, hein. Et ça, c'est ma vitesse maximale, hein. Et maintenant, la deuxième étape, c'est voir si on ne peut pas essayer de faire un petit peu mieux que ça. Voilà. Donc voilà, j'ai précisé, hein, c'est là, en faisant ce calcul-là, on a un majorant de la vitesse en bas de la piste. Voilà, donc dans la deuxième partie, donc deuxième approche, on va tenir compte de la présence des rouleaux. Donc vous imaginez le système suivant, vous avez les rouleaux qui sont comme ceci. Donc il y a toute une série, hein. Et vous avez la luge qui se déplace là-dessus. Donc on va dire comme ceci, là. Donc elle est en contact avec les rouleaux. Là, on va dire que ça c'est la luge et donc il y a l'enfant qui est dessus, hein. Et qui dévale la pente. Ce qui va se passer, c'est que les rouleaux vont se mettre à tourner. Ça, c'est un truc qu'on peut comprendre assez facilement. Celui-là, il est en train de démarrer. Donc, allez, je fais une petite flèche. Et ceux-là, ils sont à l'arrêt. Hein, ceux-là, on va dire que ces rouleaux ne tournent pas. Hein, donc, ça, c'est une hypothèse que je vais faire, hein. Les rouleaux sont immobiles hein, avant le passage de l'enfant. Donc, je peux l'écrire ici, hein. Rouleau initialement immobile. Voilà, donc les rouleaux sont initialement immobiles. Je suppose qu'il n'y a pas de frottement au niveau des rouleaux. Enfin, en tout cas, sur la durée de passage de l'enfant, on peut complètement négliger la résistance, les forces de frottement entre l'axe des rouleaux et les rouleaux. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'enfant, au fur et à mesure qu'il descend, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'on peut voir ça un petit peu différemment. C'est une machine à faire tourner des rouleaux, on peut dire ça. Et ce qui fait que... Et l'énergie, elle vient d'où? En fait, c'est l'énergie potentielle de l'enfant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il descend, l'enfant gagne de la vitesse, mais en gagnant de la vitesse, en fait, il transfère une partie de son énergie au rouleau. Et quand l'enfant est passé, les rouleaux ils continuent à tourner, ce qui fait que c'est ça qui ralentit l'enfant. En fait, l'enfant, au fur et à mesure qu'il descend, il distribue son énergie potentielle et une partie se retrouve sous forme d'énergie cinétique de rotation des rouleaux. Donc c'est ça qu'on va écrire. Alors si on regarde les actions mécaniques qui s'exercent sur mon système, vous avez... voilà, oui. Vous avez, regardons les 4 rouleaux là, ceux sur lesquels est en train de rouler l'enfant. Ce qui se passe, c'est que ces rouleaux, en fait, ils ont déjà atteint la bonne vitesse. Alors, ce que je vais constater assez rapidement, c'est que l'enfant, en fait, va atteindre une vitesse limite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va arrêter d'accélérer. Pourquoi? Parce que l'énergie potentielle qu'il est en train de perdre, je dis tout à l'heure gagner, mais en fait c'est l'inverse, il perd de l'énergie potentielle,
ne se retrouve pas sous forme d'énergie cinétique supplémentaire pour l'enfant, mais elle est intégralement transférée au rouleau. Donc, vous imaginez, là, l'enfant perd de l'altitude, donc et cette énergie potentielle perdue est convertie en énergie cinétique des rouleaux. Et l'enfant, lui, ne gagne pas et ne perd pas de vitesse. Hein, donc ce que je vous décris comme situation, c'est lorsqu'on atteint la vitesse limite. Ce qui fait que les rouleaux qui sont là, en fait, ils ont déjà atteint leur vitesse limite. Et la réaction qu'ils exercent sur l'enfant, elle est comme ça. Donc ces rouleaux-là, on va dire, ne freinent plus l'enfant. En revanche, le rouleau qui est en train d'être mis en rotation, c'est lui qui ralentit l'enfant. Alors, j'ai supposé que la mise en rotation se faisait très rapidement. Il est possible que ce rouleau-là n'ait pas encore atteint sa vitesse limite. Mais en fait, bon, en vrai, j'en sais rien. Comme je fais aucune application numérique, donc je suppose que la mise en rotation d'un rouleau se fait très rapidement. Et donc ce rouleau-là, il commence, voilà, la luge commence à frotter dessus. Donc peu importe l'interaction qu'il y a entre le rouleau et la luge, mais c'est évident que la force qu'exerce ce rouleau-là, elle est plutôt comme ceci. Donc c'est cette force-là qui ralentit l'enfant. Voilà, donc c'est ce rouleau-là qui ralentit la luge, et ces rouleaux-là n'ont plus d'effet, en fait. Une fois que les rouleaux sont mis en rotation, il ne se passe plus rien. Donc là, ce que je décris, c'est lorsqu'on a atteint la vitesse limite. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que ça, c'est très important pour justifier le fait que la force et les rouleaux, une fois qu'ils sont mis en rotation, n'accélèrent plus ou ne ralentissent plus l'enfant. Euh, Si l'enfant est en phase d'accélération, et bien dans ce cas, les rouleaux aussi sont en train d'être accélérés. Et dans ce cas, tous les rouleaux ont une composante de la force qui sont opposés au mouvement. Donc je peux peut-être le représenter à côté. Voilà, j'ai rédigé un petit peu. Donc si vous êtes en phase d'accélération, en fait tous les rouleaux s'opposent au mouvement, parce que en fait quand la luge accélère, les rouleaux aussi doivent accélérer, et ça c'est pas gratuit évidemment. Il faut exercer une force. Et c'est justement la composante suivant le mouvement, elle va venir de là. Le fait qu'il faille exercer une force pour faire accélérer la rotation de ces rouleaux. Dans ce cas, lorsqu'on a atteint la vitesse limite, il y a uniquement le rouleau à l'avant les rouleaux qui sont devant, qui commencent eux à accélérer, qui vont réellement ralentir la luge. Alors, je dis tout ça uniquement pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Et maintenant, l'objectif, c'est de mettre ça en équation. Donc, je vais faire un petit bilan. Je vais regarder ce qui se passe lorsque la luge descend d'une certaine hauteur. Et puis, je vais regarder comment se répartit l'énergie. Je sais qu'une partie de l'énergie va être perdue parce que là, ici, ça frotte. Donc là, s'il y a des frottements, forcément, il va y avoir un échauffement en fait à ce niveau-là. Donc cette énergie mécanique-là, elle est perdue. C'est-à-dire qu'elle est perdue du point de vue mécanique. Elle s'est convertie en autre chose. Ici, de la chaleur en fait. Et donc, quand j'aurai fait ce bilan-là, j'aurai une équation et alors, il y aura peut-être quelques hypothèses à faire pour que les calculs ne soient pas trop fastidieux, mais je pourrais en déduire globalement comment se comportent les rouleaux par rapport à la luge. Voilà, donc j'ai refait le schéma. Je vais
considérer, enfin, je vais me placer dans des cas, je vais simplifier un petit peu le problème. Je vais considérer que j'ai atteint la vitesse limite. Donc, je vais l'écrire ici. Vitesse limite atteinte. Ça veut dire que je suppose qu'il y a une vitesse limite. Donc, il est possible, si mon hypothèse n'est pas correcte, si mon hypothèse n'est pas correcte, je vais avoir un problème à un moment donné, hein. Donc c'est vraiment une hypothèse, donc il est possible que ça ne marche pas. Bon, en vrai, ça va marcher, hein. Mais bon, voilà, c'est une hypothèse. Petite remarque toute bête, hein, dans mon schéma, il faut bien comprendre que les rouleaux ne se touchent pas, hein. Il n'y a pas de frottement entre les rouleaux, parce que là, je les ai fait vraiment très rapprochés. Et je vais considérer que j'ai n rouleaux par unité de longueur. Petit n rouleaux par unité de longueur. Et on va considérer comme système le traîneau, enfin la luge, on va dire à ce niveau-là. Donc ça, la luge à l'instant initial. Et la luge à un instant plus loin. Donc, c'est l'état initial, l'état final. Et moi, ce que je vais considérer, donc c'est, si je représente la luge un petit peu plus loin, on va dire, voilà, je le mets vraiment petit peu plus loin pour que on voit bien ce que ça donne. Donc ça, c'est dans l'état final. Et ici, c'est l'état initial. Et comme ça. Et je suppose que la vitesse est la même. C'est-à-dire que la luge, elle n'a pas pris de vitesse, pas ralenti non plus, hein. On a atteint la vitesse limite. Hein, je suppose qu'il y en a une. Et comme système, ce que je vais considérer, c'est tous les rouleaux qui sont là. Bon, à la limite, je pourrais même considérer... oui, c'est ça. C'est-à-dire que tous les rouleaux où je mets une croix dedans, voilà, je vais considérer tous ces rouleaux-là. Hein, donc tous les rouleaux qui seront en contact à un moment donné avec la luge pendant la durée que je vais prendre d de t. Donc le système... je vais considérer la luge plus tous les rouleaux en contact avec la luge pendant d de t. Tous les rouleaux en contact avec la luge pendant d de t. Donc, c'est tous les rouleaux où j'ai mis une croix dedans. Et on va faire un bilan d'énergie. Autre hypothèse que je dois faire, c'est... Bon, ça se bouscule un peu là. C'est que je vais supposer que la mise en mouvement des rouleaux, elle se fait quasi instantanément. En fait, il y a très peu de frottement. Ça frotte très peu. C'est-à-dire que bon là, la luge est sur 4 rouleaux, mais dès que cette luge va atteindre ce rouleau-là, en fait, le rouleau va se mettre très très rapidement en mouvement, et donc il y a une phase où ça va frotter en fait, où il va y avoir dissipation d'énergie. Et ben, je vais supposer que cette phase-là, elle est extrêmement courte. Hein, par exemple, je pourrais très bien imaginer une luge en caoutchouc, quelque chose de bien adhérent, et puis des rouleaux recouverts de caoutchouc. Ce qui fait que l'adhérence, elle est optimale.
C'est vraiment optimal. C'est-à-dire que dès que la luge rentre en contact avec le rouleau, ça frotte vraiment un très très court instant et on va pouvoir négliger toute l'énergie dissipée pendant ce court instant. Donc on néglige les frottements entre la luge et les rouleaux pendant la phase d'accélération, entre la luge et les rouleaux lorsqu'ils sont mis en mouvement. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de toutes les hypothèses que je vais utiliser. Et donc maintenant, je vais faire un bilan d'énergie. Donc comme je néglige les frottements, je vais pouvoir dire que l'énergie mécanique de mon système, je vous rappelle, mon système c'est la luge plus tous les rouleaux, elle va se conserver, si je peux négliger les frottements. Donc je vais commencer la mise en équation. Je vais regarder l'énergie mécanique finale. Donc l'énergie mécanique finale, donc il faut imaginer que la luge, elle est là maintenant. Donc, et tous les rouleaux sont en rotation. Et la vitesse de rotation, c'est V sur R, où R, c'est le rayon d'un rouleau. En effet, la vitesse d'un point à l'extérieur du rouleau, c'est oméga fois R, où oméga, c'est la vitesse angulaire du rouleau. Donc oméga, c'est V sur R. Donc si je l'écris, ça fait n fois. Donc que je ne dise pas de bêtises. Donc c'est la longueur de la luge plus toute la distance que va parcourir la luge pendant la durée d de t. Donc c'est V limite fois d de t. Donc sur le schéma, cette longueur-là, elle serait ici. Vous avez la longueur de la luge, qui est ici, plus tout le chemin que va parcourir la luge pendant la durée d de t. Donc je prends d de t tout petit, mais là, sur le schéma, bon, j'ai pris un peu de place, sinon on n'y voit rien. Donc ça me donne le nombre de rouleaux concernés. L'énergie cinétique d'un rouleau, c'est 1/2 de J d'un rouleau, donc je la note J, fois oméga du rouleau. Et je peux tout de suite écrire oméga d'un rouleau, c'est V sur R. V, c'est la vitesse limite atteinte par la luge. R, c'est le rayon d'un rouleau. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la vitesse d'un point extérieur rouleau, c'est oméga R. On a cette relation-là. Il y a évidemment la luge qui a une énergie cinétique qui est 1/2 de la masse de la luge, que je note m, fois v carré. V, c'est la vitesse limite. J'utilise V parce qu'il n'y a pas d'autre vitesse, donc il n'y a aucune ambiguïté. Plus l'énergie potentielle de mon système. Donc la seule partie de mon système qui a changé d'altitude, c'est la luge. Donc ici, je vais mettre mg pour l'altitude finale de la luge. Alors pour avoir l'altitude finale, il faudrait que je prenne un axe vertical ascendant et que je récupère l'altitude, donc au niveau du barycentre. Le Z final, il serait là. Et le Z initial, il serait... Voilà, donc j'ai également précisé le Z initial. Donc là, j'ai toute l'énergie mécanique du système dans l'état final. Donc ça, c'est l'énergie cinétique de tous les rouleaux. Je vous rappelle que N, c'est le nombre de rouleaux par unité de longueur. Ce que je devrais quand même préciser, c'est cette notation, elle peut vous paraître un petit peu bizarre parce que quand vous évaluez cette grandeur, vous pouvez très bien arriver sur un nombre de rouleaux qui n'est pas entier. Donc évidemment, ça peut être un petit peu gênant au niveau de la démonstration. Donc je fais l'hypothèse qu'il y a suffisamment de rouleaux
en dessous de la luge pour que s'il y en a un de plus ou un de moins, bon, c'est pas, j'ai envie de dire, on n'est pas à une unité près. Hein, donc ça, là aussi, dans la façon de raisonner, je, je considère qu'il y en a suffisamment des rouleaux. Donc ça peut vous gêner un petit peu, mais très souvent on fait ce genre de raisonnement en physique, hein. C'est-à-dire qu'on considère en fait une densité linéique de rouleaux, et donc ça peut arriver que ça tombe pas juste, que ça tombe pas sur un entier. Mais ça, on va dire, c'est pas très grave. Et je vais écrire maintenant l'énergie mécanique finale. Donc ça, c'est l'énergie mécanique initiale. Et je vais faire la même chose. Ouais. Et je vais écrire la même chose dans l'état final. Donc cette fois-ci, le nombre de rouleaux qui sont en mouvement, c'est juste la longueur de la luge. Et ces rouleaux-là, ils ne sont pas encore en mouvement parce que la luge n'est pas passée dessus. Donc finalement, vous avez uniquement n fois la longueur de la luge fois 1 demi de j oméga carré. Donc c'est le même oméga, hein, puisque la luge a atteint sa vitesse limite, plus 1 demi, donc c'est la même énergie cinétique, plus mg z initial. Et ça, c'est l'énergie mécanique. Je m'étais trompé, là c'est final. Bon, c'est pas très grave, vu que initial et final, dans un instant, je vais dire que c'est la même chose, hein, que je néglige les frottements, c'est marqué ici, hein, dans mon hypothèse. Voilà, donc j'ai énergie mécanique initiale dans l'état final, hein, que j'ai représenté ici, et comme je néglige tous les frottements, donc là aussi c'est une hypothèse, on peut discuter de ça, et ben je dis que ça c'est égal à ça. Et donc je vais remarquer qu'il y a des termes qui vont se simplifier, et ben, j'aurai l'équation qu'il faut. Donc j'écris que les deux sont égales. Donc je ne vais pas réécrire ces deux termes-là, parce que quand je vais écrire l'égalité, ils vont tout de suite se simplifier. Il y a un terme que je ne vais pas écrire non plus, c'est le terme en NL fois ceci, puisque je vais aussi l'avoir de l'autre côté. Donc en écrivant que l'énergie mécanique initiale, c'est égal à l'énergie mécanique finale, après simplification, donc là je vous laisse vérifier le calcul, on va avoir n fois la vitesse fois d de t, n fois v de t, 1 demi de j, donc je remplace oméga, plus mgz final, c'est égal, donc ce terme-là s'en va, et mgz initial. Donc mon équation que j'obtiens, là, qui est tout en bas, ce n'est pas encore la réponse à la question posée, mais voilà, ça c'est une équation importante qui vous donne une relation entre la vitesse et la différence d'altitude entre l'état initial et final. Donc je vais partir de là, je vais un peu travailler sur ZF et ZI, parce que pendant la luge s'est déplacée de V fois D de T pendant la durée D de T, et je pourrais en déduire l'angle, la différence de hauteur, connaissant l'angle. Donc il faudra, je vais lui donner un nom, mais il faudra à un moment donné l'estimer. Donc je vais continuer mon calcul à partir de là. Voilà, donc je vais repartir de là. Je remarque que là j'ai un V au cube. Bon, enfin, je vais laisser un peu l'équation comme ça, parce que je vais faire apparaître la vitesse aussi à ce niveau-là. Donc du coup, je vais avoir une simplification. Le
ZF et moins ZI. En fait, on peut l'avoir très facilement parce que ZF moins ZI, en fait, c'est la distance parcourue fois le sinus de l'angle que fait le plan incliné par rapport à l'horizontale. Donc c'est V de D de T fois le sinus. Et ben cet angle, ben, je vais l'appeler alpha. Donc cet angle alpha, en fait, serait ici. Et donc, quand je remplace, ça va bien se simplifier. Donc n v d de t fois 1 demi de j. Donc là, je n'essaye pas de travailler ce terme-là, hein, je le laisse tel quel. Et je remplace ZF. Et donc, ce que je vais constater, c'est que voilà, si le MGZI, je le passe de l'autre côté, je fais apparaître directement ZF moins ZI. Et donc, je remplace, ça fait MG V d de t sinus alpha. Et ça vaut 0. Et ce que vous constatez, c'est que il y a des termes qui simplifient. Le d de t s'en va. Et la vitesse aussi. Donc j'ai finalement l'équation suivante. Donc n j v carré sur 2r carré. Donc n j v carré sur 2r carré plus mg sinus alpha. Ça fait 0. Et donc on peut interpréter cette équation. Ça, c'est homogène à une force. En fait, c'est la projection du poids suivant le plan incliné. Projection du poids sur le plan incliné. Donc ça, c'est aussi une force. Et en fait, ce que vous avez là, c'est l'équivalent d'une force de frottement. Donc, qui va, que je dise pas de bêtises. Alors, j'ai fait une erreur de signe. ZF moins ZI, c'est négatif, parce que là, finalement, j'arrivais à un truc bizarre. Donc, il manque un signe moins ici. Du coup, il manque un signe moins ici. Et j'inverse tous les signes. Hein, donc là, je vais mettre un plus, et du coup, ici, je mets un moins. Voilà, comme ça, c'est bon. Donc ici, j'ai l'équivalent d'une force. Et c'est une force de frottement, en fait, qui est proportionnelle au carré de la vitesse. Force de frottement proportionnelle au carré de la vitesse. Donc finalement, les rouleaux, bah, ça agit comme une force de frottement. Alors l'énergie n'est pas réellement dissipée, puisqu'en fait les rouleaux ils continuent à tourner. Bon, ils finissent quand même par s'arrêter un jour. Donc il y a quand même du frottement, mais ça se fait en fait après le passage de la luge. Donc on va dire que pendant le passage de la luge, ben, les rouleaux se mettent en mouvement les uns après les autres. Et idéalement, enfin, avec mes hypothèses, les rouleaux en fait ils tourneraient indéfiniment. Et dans la réalité, si les rouleaux s'arrêtent, finalement, ça ne change rien à ma mise en équation. Ce qu'il faut, c'est que pendant la durée d de t, je puisse négliger les frottements au niveau de l'axe des rouleaux, hein, pour que le calcul reste valide. Voilà, donc on a, pour la mise en équation, donc finalement, la présence des rouleaux est équivalente à une force de frottement. Et la question, c'est est-ce que j'ai le temps d'atteindre cette vitesse limite
pendant la descente. Évidemment, parce que si j'ai pas le temps de l'atteindre, finalement, c'est comme s'il n'y avait pas de frottement. Donc je pencherai plutôt vers le premier calcul. Si au contraire, la vitesse limite est atteinte très rapidement, et ben évidemment, je vais plutôt me baser sur ce calcul-là. Et supposer que finalement j'ai la vitesse limite. En fait, ça répond à la question puisqu'on vous demande que la vitesse maximale atteinte et ce serait la vitesse limite. Voilà, j'ai rédigé un petit peu. J'ai rédigé la conclusion de cette étude. Donc on a une force de freinage au carré de la vitesse et donc on peut estimer ce coefficient et estimer la vitesse limite. Et on pourra la comparer à la vitesse qu'on a trouvée dans le premier cas, avec la première approche. Alors à partir de là, je peux en déduire la vitesse limite. Donc je vais reprendre une équation que j'ai effacée, celle qui faisait intervenir ce terme, plus mg sinus alpha égale 0. Et en fait, si je mets v, si j'isole v, c'est la vitesse limite. Donc je l'écris en dessous, la vitesse limite. C'est égal à racine de mg sinus alpha. Donc il faudra tout estimer, la masse, alpha, le rayon des rouleaux, enfin donc il y a un petit peu de travail là. Divisé par n j, et ici on met 2r carré au numérateur, donc je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc j'ai cette expression pour la vitesse limite. On peut faire l'application numérique. Alors pour l'application numérique, il faudra tout estimer. Alors la masse, je vais prendre la masse d'un enfant, on va dire allez, 50 kg. G, 9,81. Alpha, et ben, la piste, elle fait à peu près 10 mètres sur 2 mètres de dénivelé. Donc on pourra en déduire alpha, ça vaudra à peu près 0,2 radian, puisque le sinus alpha est environ égal à alpha. Le rayon des cylindres, moi j'estime à 3 à 4 cm les rayons. Du coup, on pourra en déduire le nombre de rouleaux par unité de longueur, puisque en gros, tous les diamètres, j'aurai un rouleau, un peu plus, mais en gros, tous les 10 cm, j'aurai un rouleau. Donc ça fera 10 rouleaux par mètre à peu près. Et J, vous avez une indication dans l'énoncé qui vous dit que c'est 1/2 de la masse du rouleau fois son rayon au carré. Et la masse d'un rouleau, il faudra l'estimer. Donc là, par contre, l'estimation, c'est un peu comme ça. On pourrait l'estimer à 2-3 kg à peu près. Donc là, évidemment, dans ce genre d'estimation, c'est assez imprécis, évidemment, puisque juste à partir de la photo, estimer la masse d'un rouleau, c'est pas évident. Voilà, j'ai recopié tous les paramètres, et donc il n'y a plus qu'à insérer dans la formule et puis voir ce que ça donne. Donc quand on fait l'application numérique, on trouve 4,4 mètres par seconde. Voilà. Je vais retrouver mon stylo. Donc 4,4 à peu près mètres par seconde. Donc ça ne sert à rien de donner trop de chiffres significatifs, évidemment, vu l'imprécision. Tout à l'heure, on avait 6 mètres par seconde. Donc s'il y a 0 frottement, rien du tout, c'est-à-dire que c'est parfaitement glissant, c'est de la glace en fait, voilà, on va dire ça comme ça. Lorsqu'on arrive en bas du toboggan, on est à 6 mètres par seconde. Si on rajoute la force de frottement, la vitesse limite c'est 4,4 mètres par seconde. Donc la différence, elle n'est pas non plus flagrante. Enfin, bon, ici, c'est un peu moins rapide, mais en tout cas, c'est quand même cohérent. On trouve une vitesse qui est un petit peu moins grande que 6 mètres par seconde. Cette vitesse, elle est potentiellement atteignable
puisque s'il n'y a pas de frottement, on peut atteindre 6 mètres par seconde, donc cette vitesse, elle est atteignable. Alors, est-ce qu'on l'atteint vraiment? On peut essayer d'estimer le temps qu'il faut, essayer d'estimer un temps, construire un temps en fait, un temps caractéristique euh, pour atteindre cette vitesse-là, et puis voir si c'est possible pendant toute la durée de la descente. Alors, ce paramètre-là, je vais l'appeler bêta. Je vais lui donner un nom. Et je vais essayer de bâtir avec bêta comme autre paramètre important. Vous avez l'accélération de la pesanteur, la masse de l'enfant qui doit jouer aussi. Alors, dans la masse de l'enfant, j'ai aussi mis la masse de la luge. Hein. Je ne l'ai pas précisé. Mais c'est tout le système. Hein, la masse M que j'ai marquée ici, c'est tout le système. Et je vais essayer de construire un paramètre qui a les dimensions d'un temps. Comme ça, je saurai qu'à peu près, et je pourrais estimer comme ça, grâce à ça, le temps caractéristique pour atteindre la vitesse limite. Et comparer ça au temps qu'il faudrait, comparer ça au temps de la descente. Alors, je vais considérer bêta. Alors, bêta, c'est l'unité. La force, c'est des kilogrammes mètres seconde moins 2. La vitesse, c'est des mètres carrés seconde moins 2. Donc, allez, je fais le calcul. Donc, c'est des mètres, donc des kilogrammes mètres seconde moins 2. Donc, ça, c'est une force. Donc là, je fais comme un brouillon. Hein. La dimension de bêta fois des mètres carrés seconde moins 2. Donc quand je regarde, donc les secondes moins 2 s'en vont. Les mètres, ici j'ai des mètres moins 1. Donc bêta s'exprime en kilogrammes mètre moins 1. Comme autre paramètre important, j'ai l'accélération de la pesanteur. Et ça, on sait comme c'est une accélération, c'est mètres seconde moins 2. Comme autre paramètre, j'ai la masse de l'enfant et de la luge. Et ça s'exprime en kilogrammes. Donc si je regarde ces paramètres, il y a moyen de construire un temps. En effet, si je fais je peux construire 1 sur G bêta fois M, racine de M sur G bêta. Donc je vais construire le paramètre M sur G bêta. La dimension de ce paramètre, donc c'est des kilogrammes. Sur G, c'est des mètres seconde moins 2, donc il y a des secondes au carré qui vont apparaître. Les bêta, les kilogrammes vont se simplifier. Et bêta, donc ça fait des mètres moins 1. Ouais, normalement, ça devrait bien se simplifier. Donc on vérifie l'unité de ce truc-là. Donc la masse, c'est des kilogrammes. Sur G, donc c'est des mètres seconde moins 2. Bêta, on avait dit que c'était des kilogrammes mètre moins 1. Et donc il y a tout qui s'arrange bien en fait, puisque les kilogrammes se simplifient. Les mètres aussi. Et il me reste des 1 sur racine de seconde moins 2. Donc ça, c'est bien des secondes. Donc j'ai un temps caractéristique. Donc je peux l'écrire ici. On peut construire un temps caractéristique en racine de M sur G bêta.
Voilà, donc j'ai rédigé un petit peu, hein, pour que ce soit un peu moins fouillis. Donc j'ai rappelé l'expression de bêta qui était dans la force de freinage. Donc on va estimer ce temps caractéristique. Donc on va faire une petite application numérique pour savoir est-ce qu'il est très long. Dans ce cas, la vitesse limite est inatteignable. Donc en fait, finalement, je vais pouvoir négliger les frottements. S'il faut 1 heure pour atteindre la vitesse limite, bon, bah, c'est clair que pendant la descente qui dure quelques secondes, les frottements, je vais pouvoir complètement les négliger. En revanche, si taux dure une fraction de seconde, là, je ne pourrais pas les négliger. Et dans ce cas, je pourrais considérer que toute la descente se fait à la vitesse limite. Et si je suis entre deux, bon, ben, là, éventuellement, je peux m'amuser à faire une résolution. Mais bon, je n'irai pas jusque-là, hein. J'irai pas jusque-là. On va dire que j'aurai un encadrement de la vitesse limite que je peux atteindre en bas de ce toboggan. Alors, je trouve, comme application numérique, je trouve à peu près 1 seconde. Donc, donc j'ai le temps d'atteindre la vitesse limite. En 1 seconde à 4,4 mètres par seconde, j'ai fait 4 mètres à peu près. Ça veut dire que, en gros, quand j'arrive à la moitié du toboggan, j'aurai à peu près atteint la vitesse limite. C'est ça que ça veut dire, hein. Bien sûr, le temps caractéristique, là, le taux que j'ai calculé, ça vous donne juste un ordre de grandeur, hein. Si ça se trouve, il faut 10 taux pour atteindre la vitesse limite, enfin pour l'atteindre être à 99% de la vitesse limite. Peut-être qu'au contraire, il faut que 2 taux. En fait, ça dépend il faudrait résoudre exactement les équations, hein. C'est pas un premier ordre, hein, qu'on a là, il faut faire attention. Mais en tout cas, on a un ordre de grandeur. Donc la vitesse limite est raisonnablement atteinte dans ce toboggan. Donc on peut conclure là-dessus. Je suis tout le temps en train de chercher mes stylos là. La conclusion, c'est que la vitesse limite est certainement atteinte. Donc au cours de la descente. Donc on peut dire que la vitesse limite, on avait trouvé 4,4 mètres par seconde. Ben voilà, allez, je mets 4,5 mètres par seconde. Il est clair que c'est pas une détermination si précise que ça. Donc évidemment, l'idée, ce serait après de faire des mesures. Bon, ce serait un peu bizarre de faire ça, évidemment. C'est pas le moment, on va dire. Mais on pourrait le vérifier. On pourrait le vérifier. Donc 4,5 mètres par seconde, si je multiplie par 3,6, 12, 14, je suis à peu près à 15, 16 km/h. Donc c'est quand même une vitesse qui est pas mal, hein. Et il faut voir qu'à l'arrivée, l'arrêt se fait sur quelques dizaines de centimètres, hein. Donc il ne s'agit pas non plus, ce n'est possible dans un tel manège d'avoir un arrêt aussi rapide que si on n'atteint pas des vitesses trop grande, hein, parce que vous imaginez, si vous atteignez 30-40 km/h, eh ben, il y a carrément un risque d'accident arrivé en bas, et c'est pas du tout évidemment l'objectif. Voilà, donc il y aurait moyen de creuser encore, hein. J'aurais pu m'amuser à résoudre, à trouver une équation différentielle, à la résoudre. Donc en fait, on pourrait encore creuser, hein, un sujet comme ça. Mais déjà, j'ai une détermination qui ne doit pas être si mal que ça. La première détermination, j'étais à 6 mètres par seconde. Donc on voit que finalement, en faisant pas mal d'efforts en plus, j'obtiens une détermination qui est un petit peu plus faible, mais pas tellement plus faible, hein. Il y a un peu de frottement dans ce système-là, avec les rouleaux, qui diminue
d'à peu près 25% la vitesse à l'arrivée. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette résolution et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.